Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius, l'émission la plus curieuse de la télé. Bonjour et bienvenue dans Xenius, aujourd'hui à Berlin. Voilà ce que ça donne quand Pierre et moi faisons nos courses. Et surtout quand Pierre a un petit creux. Faut pas exagérer. Ces produits vont servir à nos recherches. Ils sont là pour la science uniquement. Plusieurs études ont en effet démontré que la viande de supermarché contient souvent des germes dangereux pour la santé. Et ce sont ces germes que nous allons passer à la loupe aujourd'hui. Plus particulièrement, le SARM, une bactérie résistante aux différents antibiotiques et très redoutée dans le milieu hospitalier. Le SARM présente notamment un énorme danger pour les personnes qui ont déjà un système immunitaire affaibli. Et aujourd'hui, nous allons nous demander comment ces germes parviennent à s'infiltrer jusque dans nos aliments et ce que nous pouvons faire pour nous en protéger. Pour les scientifiques, le premier responsable, c'est l'élevage intensif. La viande que nous consommons provient souvent d'élevages industriels. Ces derniers consomment massivement des antibiotiques pour protéger le bétail des épidémies. Mais les antibiotiques utilisés à grande échelle favorisent surtout l'émergence de bactéries toujours plus nombreuses et résistantes à tout traitement. Résultat, l'élevage intensif est confronté au même problème que le milieu hospitalier, la prolifération de bactéries de plus en plus virulentes. L'homme est face à un danger dont il mesure encore mal les conséquences. Les personnes les plus exposées sont celles qui sont en contact régulier avec les animaux. Un élevage porcin dans le bassin de Münster, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Bernd se lève chaque jour de bonne heure pour nourrir ses 800 cochons. Rien d'extraordinaire pour ce solide quadragénaire. Et pourtant, l'année avait mal démarré pour lui. Fin janvier, il est pris d'un violent accès de fièvre accompagné de frissons et de sueur froide. Une infection à la cuisse gauche le fait tellement souffrir qu'il ne peut plus marcher. Son état empire, sa famille décide de le conduire au CHU de Münster. Le patient nous a dit qu'il avait été victime d'un accident du travail, au cours duquel il s'était blessé à la cuisse avec un outil. Au départ, la blessure était bénigne, et il a essayé de la soigner lui-même, mais la plaie s'est infectée. Le médecin lui prescrit des antibiotiques. Bernd espère en avoir fini avec cette histoire, mais son état ne cesse d'empirer. Impossible de venir à bout de cette fièvre. Au laboratoire, on parvient enfin à isoler le germe responsable de la maladie. Il s'agit d'une bactérie d'origine animale, plus connue sous le nom de SARM porcin. Jusqu'à une époque récente, l'émergence du SARM était avant tout un problème cantonné au milieu hospitalier. En cause, une utilisation abusive des antibiotiques, parfois associée à de mauvaises conditions d'hygiène favorisant leur propagation. Chaque année, pas moins de 170 000 personnes sont contaminées par ces germes pathogènes dans les hôpitaux d'Europe. Dans certains cas, l'infection est tellement avancée que l'amputation de la partie du corps touchée est inévitable. Des milliers de patients succombent même aux suites de ces infections. Mais aujourd'hui, une nouvelle souche de SARM se répand, qui ne provient plus de certains hôpitaux, mais des fermes d'élevage intensif. Le germe résistant a d'abord été découvert aux Pays-Bas. Cette révélation n'a pas manqué d'alerter l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Le Danois Robert Skof a constaté que cette bactérie était présente dans une majorité des régions du globe, notamment dans les pays pratiquant une agriculture intensive forte et concentrée. Les analyses ont été surprenantes, puisqu'elles ont démontré que la souche de cette bactérie était d'origine humaine. Ce staphylocoque ordinaire chez l'homme est devenu un staphylocoque chez le porc, sans pour autant présenter de résistance. Mais ensuite, pour mieux s'adapter à l'animal, la bactérie a modifié ses propriétés. Ainsi, une bactérie présente chez l'homme a été transmise à des animaux d'élevage. En colonisant son nouvel hôte, cette bactérie a muté pour devenir résistante aux traitements antibiotiques avant d'être de nouveau transmise à l'homme. Serions-nous en passe de favoriser la survenue d'une nouvelle épidémie résistante à toute la gamme des antibiotiques dont nous disposons? L'émergence de germes menaçants pour l'homme est causée par l'usage massif d'antibiotiques dans les élevages industriels. Rien qu'en Allemagne, 1700 tonnes d'antibiotiques sont administrées chaque année et 700 tonnes en France.
Des enquêtes menées en 2011 dans des élevages intensifs de volailles ont révélé l'ampleur de la catastrophe. Presque tous les animaux sont gorgés d'antibiotiques. En moyenne, les éleveurs ont recours à 3 antibiotiques différents et cela peut aller jusqu'à 8. Chez les porcs qui sont porteurs du SARM, la maladie n'a pas le temps de se déclarer car ils sont conduits à l'abattoir dès l'âge de 6 mois. Il en va autrement pour les éleveurs qui, eux, sont exposés à un véritable danger. C'est le cas de Bernd qui ne veut pas révéler son nom de peur que ses voisins et ses amis le traitent comme un pestiféré en apprenant qu'il est contaminé par le SARM. Pour lui, la situation se corse. Il risque une septicémie. Car si les agents pathogènes passent dans le système sanguin, ils pourront s'attaquer à n'importe quel organe et le détruire. Par chance, Bernd a bien supporté l'opération et le nouvel antibiotique sélectionné fait effet. Mais que se passerait-il si le germe mutant ne se transmettait plus seulement de l'animal à l'homme, mais carrément d'homme à homme? Pour les chercheurs du monde entier, le danger est énorme. C'est le scénario que nous craignons le plus. Si la bactérie réussit cette adaptation, nous devrons subitement faire face à un très grand réservoir de bactéries résistantes. Ce phénomène est probablement déjà en marche. Dans quelques cas, nous nous demandons déjà comment ces patients ont pu contracter le SARM CC398 dans la mesure où ils ne sont entrés en contact ni de près ni de loin avec des animaux. Je crois que nous assistons d'ores et déjà à un début de propagation qui s'opère en dehors de tout contact avec les animaux. Pour les chercheurs de l'Institut Robert Koch, cette évolution est très préoccupante. Dans ce laboratoire, on se penche sur les modes de propagation des staphylocoques. Le microbiologiste Wolfgang Witte a fait une découverte effrayante. Les germes ne se transmettent pas seulement par contact entre personnes. Les infections peuvent aussi survenir suite à l'ingestion de viande crue. Nous savions déjà que le SARM d'origine animale pouvait coloniser les volailles. Et nous avons essayé de voir si nous le retrouvions dans l'eau issue de la décongélation des poulets. Cette hypothèse s'est vérifiée pour 30% des échantillons testés. C'est donc que les germes résistent même aux températures de congélation. L'Institut fédéral de l'évaluation des risques a constaté que la viande fraîche est aussi touchée et que cela vaut pour toutes les sortes de viande. La viande de volaille est particulièrement pointée du doigt, notamment la viande de poulet, contaminée dans 22% des cas et 42% pour la dinde. Ces bactéries peuvent donc tous nous infecter, pas seulement dans les élevages, mais aussi dans la cuisine. Professeur Fries, vous êtes vétérinaire à l'Institut d'hygiène alimentaire de l'Université de Berlin. Comment peut-on être contaminé par ces germes quand on cuisine de la viande? Les germes sont partout. La plupart sont d'ailleurs totalement inoffensifs. Il s'agit de germes présents dans notre environnement qui peuvent potentiellement être pathogènes, mais également véhiculer des résistances. Est-ce qu'ils présentent le même danger pour tout le monde? Il existe différents groupes de population. Les gens ont des défenses immunitaires différentes. Il y a les enfants et les nourrissons qui peuvent être contaminés plus vite, de même que les personnes âgées, elles aussi plus rapidement contaminées que des individus en bonne santé et dans la force de l'âge. Naturellement, ces personnes âgées, malades ou très jeunes sont nettement plus menacées par ces germes. Comment ça se passe dans la pratique? À quoi faut-il faire attention quand on prépare de la viande? Il faut toujours veiller à ce que le morceau de viande qui doit être cuit et qui peut être porteur de germes ne soit pas en contact avec des aliments qui, eux, seront consommés crus, notamment via les mains. C'est-à-dire? Il faut se laver les mains après avoir touché la viande. Ok. Donc tu ne touches pas ma salade tant que tu ne t'es pas lavé les mains après avoir préparé ta viande. Ok, j'ouvre l'emballage. Mais qu'est-ce qui se passe si on a des coupures aux mains, par exemple? J'imagine qu'on est plus exposé. Il faut alors porter des gants? Absolument. C'est vrai? Oui. Ah, tu entends, Pierre? Tu es sûr que tu n'as pas de coupure? Oui. Et tes mains sont propres? Oui, je les ai lavés juste avant. C'est bien.
Et indépendamment des coupures aux mains, vous conseilleriez quand même de porter des gants? Pourquoi pas, puisqu'ils représentent une barrière efficace entre les germes et les mains. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention, car un gant peut tout de même transmettre les bactéries de la viande aux autres aliments. Bien sûr. Si on ne change pas de gants entre-temps, j'imagine. C'est ça. Et ça me semble difficile à respecter en cuisine. Pierre, tu es en train de tripoter mes épices avec tes mains pleines de viande. Tes épices? Oui, je comptais assaisonner ma salade avec. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est grave, professeur? Oui, bien sûr, parce que vous avez créé un pont entre la viande et la salade. Et les germes qui se trouvent dans la viande vont contaminer la salade, qui, elle, ne sera pas cuite. Comme je suis végane, je pensais être à l'abri de tout ça puisque je n'achète ni viande ni produits d'origine animale. Mais comme vous le voyez, ces germes se répandent très facilement d'un aliment à un autre. Et il n'y a pas que la cuisine de Pierre qui est un danger en soi. Le Land de Basse-Saxe en Allemagne détient le record des élevages intensifs de poulets. Une odeur putride s'en dégage et envahit l'air ambiant. Des chercheurs ont trouvé des germes multirésistants du type SARM et BLSE dans l'air évacué des bâtiments d'élevage. Un air contaminé qui se diffuse ensuite dans la nature. On a même constaté la présence de ces germes dans un rayon d'1 kilomètre autour des élevages d'origine. Autre constat des chercheurs, plus la densité d'animaux d'élevage est importante, plus la concentration de germes est forte dans l'environnement. Des incertitudes planent encore sur les risques encourus par les riverains. Allemands et Néerlandais travaillent main dans la main pour stopper ce mode de propagation des germes. Alexander Friedrich coordonne les recherches. Sa première préoccupation, lorsque les bactéries multirésistantes sortent des circuits de l'élevage intensif et des hôpitaux, il devient impossible de contrôler leur prolifération. Tout doit être mis en œuvre pour bloquer la transmission des bactéries multirésistantes. Si elles sont présentes dans l'élevage intensif, autant éviter qu'elles se propagent à l'ensemble de l'environnement et atteignent des gens qui n'ont rien à voir avec l'exploitation, mais qui auraient seulement eu la malchance de faire une balade à vélo dans les parages. En 2013, la Basse-Saxe a exigé l'installation de filtres dans les cheminées des nouvelles fermes d'élevage intensif. Pour les installations déjà existantes, un délai de mise en œuvre de 5 ans a été décrété. Le danger vient aussi des engrais. Chaque année, 2 millions de tonnes d'excréments d'animaux sont épandus dans les champs. Dans certaines régions, les agriculteurs doivent employer les grands moyens pour se débarrasser de ce qui est devenu un fléau de l'agriculture. Car les excréments d'origine animale participent aussi à la propagation de SARM et de BLSE dans les champs. Qu'en est-il alors des légumes qui poussent dans la terre contaminée? À l'Institut de technologie de Münster, le microbiologiste Fritz Titgemeier a fait son marché dans un but bien précis. Mesurer ce degré de contamination. Il veut évaluer l'impact des bactéries déjà disséminées dans les champs. Sa découverte est alarmante. Les germes multirésistants vont jusqu'à se nicher dans les légumes issus de la culture biologique. L'usage inconsidéré d'antibiotiques est très courant dans tous les secteurs de la production. Les germes multirésistants se propagent et nous avons voulu savoir si la filière bio était épargnée, car les producteurs bio ne sont pas favorables à l'emploi d'antibiotiques. Ce qui est surprenant, c'est que sur les 30 échantillons que nous avons analysés, il y en avait 14 pour lesquels la présence de germes type BLSE s'est confirmée. Salades, pommes de terre, concombres, tomates ainsi que des germes de soja ont fait l'objet d'analyses chimiques. Les bactéries se trouvaient dans près d'un échantillon sur 2, à des niveaux de concentration variables. On ne sait toujours pas combien d'infections BLSE proviennent effectivement de bactéries issues de fermes d'élevage intensif. En revanche, on a acquis la certitude que cette forme d'élevage engendre bien des bactéries dangereuses pour l'homme.
C'est le premier point à prendre en compte. Il est question de diminuer de moitié l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. Mais cette mesure est à mon sens insuffisante, car même dans ces conditions, les bactéries multirésistantes continueraient très probablement à se multiplier. Pour être efficace, il faudrait renoncer complètement ou presque complètement aux antibiotiques. Renoncer aux antibiotiques. Professeur Fries, où en est-on dans ce processus? Ça avance. Vraiment? Je pense qu'au cours des décennies précédentes, nous nous sommes montrés très naïfs sur la question des antibiotiques. Nous n'avons pas compris qu'en y ayant recours de façon systématique, nous ne faisions qu'encourager l'apparition des résistances. Ce phénomène est reconnu depuis une vingtaine d'années. Dès les années 90, nous le savions parfaitement et depuis, nous nous efforçons de réduire le recours aux antibiotiques dans l'agriculture. Et comment ça se passe en France? Je peux vous donner deux éléments de réponse. Je pense qu'il y a une différence de tradition, pas forcément entre la France et l'Allemagne, mais plutôt entre l'Europe continentale et, disons, la Scandinavie. En Scandinavie, on est plus sensible à la question des antibiotiques et de l'apparition des résistances que dans nos deux pays. Ça, c'est une chose. D'autre part, la France a d'autres habitudes de consommation. En tant que Français, vous le savez mieux que personne. En France, le repas est une cérémonie. La nourriture fait l'objet de plus d'attention, de préparation. Les gens vont également plus souvent faire leurs achats chez les petits producteurs, tout simplement parce qu'il y en a davantage. On entend également dire que les volailles sont particulièrement gavées d'antibiotiques. C'est vrai? Est-ce que vos études confirment qu'effectivement les viandes sont différemment touchées? Ce n'est pas forcément une question d'espèce. Cela dépend surtout de la façon dont les bêtes sont élevées. Plus l'élevage est intensif, et plus il y a de chances qu'on administre des antibiotiques. C'est peut-être une conséquence pratique, mais je ne peux pas affirmer qu'en effet, les volailles sont davantage traitées aux antibiotiques. Donc il reste du chemin à faire d'ici à ce que nos aliments soient totalement dépourvus d'antibiotiques. Si j'ai bien compris, j'ai tout intérêt à laver à fond cette planche si je veux préparer ma salade dessus, parce que je viens de m'en servir pour couper la viande. Oui, c'est préférable. Nous avons vu qu'il faut éviter de créer des ponts entre les différentes sortes d'aliments. Si vous voulez découper des légumes que vous souhaitez consommer crus, vous ne devez pas le faire sur une planche qui a servi à préparer de la viande crue. Ok, donc soit je change de planche, soit si je n'en ai qu'une, je la lave à l'eau chaude. Plus l'eau est chaude, mieux c'est. Ok. Les micro-organismes sont très sensibles à la chaleur. Très bien. Micro-organismes, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Voilà. Une planche toute propre. Il faut aussi l'essuyer, j'imagine. Oui. Bien. Ça fait une différence si on utilise une planche en bois ou en plastique? Au microscope, on constate que le plastique, comme le bois, présente des crevasses et des entailles profondes dans lesquelles les micro-organismes sont susceptibles d'aller se nicher. Bois ou plastique, cela ne fait pas de grande différence. Là, j'épluche un concombre. Si je veux le laver, je dois plutôt utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide? Il vaut mieux privilégier l'eau chaude. Il faut garder à l'esprit que les légumes peuvent aussi être contaminés par les bactéries. Et dans le réfrigérateur, il faut stocker les légumes et la viande séparément? Absolument. Il faut éviter tout contact entre les familles d'aliments. Il faut faire en sorte que la viande soit placée sur un support et que son jus ne risque pas de goûter. En faisant ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et je suppose qu'il y a un autre endroit où les germes se multiplient et attirent l'arigot, c'est là, sur ce plan de travail. Il faut évidemment le nettoyer à fond. Cela va de soi. Un nettoyage à fond avec un produit adapté, puis vous laissez sécher. Merci beaucoup, professeur Fries.
Si on ne veut pas encourager l'élevage intensif et qu'on souhaite quand même continuer à manger de la viande, il reste une solution pour éviter les germes tueurs, la viande bio. Dans l'élevage bio, les bêtes peuvent être traitées aux antibiotiques, mais pas plus d'une fois dans leur vie. Nous sommes allés visiter 2 fermes, dont une bio. D'un côté comme de l'autre, les éleveurs ont renoncé à l'usage d'antibiotiques. L'élevage sans antibiotiques? L'éleveur Wilfried Stecher est la preuve que c'est possible. Dans sa ferme, il élève des poulets, des dindes, des canards et des oies. Il vend ses produits dans la boutique de sa ferme et possède également un restaurant. Wilfried Stecher a complètement changé son fusil d'épaule. Lorsque c'était encore autorisé, il a élevé des poules en batterie pendant de longues années. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Plus l'espace vital du poulet est restreint et plus l'élevage est problématique. On leur donne des antibiotiques d'emblée, par prévention. J'avoue que nous avons fait ça pendant des années et qu'à la fin, c'est devenu carrément insupportable. Aujourd'hui, il pratique un élevage beaucoup plus respectueux de l'animal. Les poulets évoluent à leur gré entre le bâtiment et la volière extérieure. Nous utilisons beaucoup de paille, ne serait-ce que pour maintenir l'odeur d'ammoniac à un niveau minimal. C'est primordial pour la bonne santé des bêtes, qui ont moins de problèmes respiratoires. Par principe, on ne leur administre pas d'antibiotiques. C'est bien la preuve que cette approche peut parfaitement fonctionner. Des scientifiques de l'Institut Robert Koch se sont rendus chez lui pour établir un état des lieux. Résultat, aucune trace de germes multirésistants. À cela, une simple raison, Wilfried Stecher a totalement renoncé aux antibiotiques. Aux antipodes de l'élevage intensif des temps modernes, la ferme écologique. Rainer Muss doit remplir des conditions très strictes et contrairement à Wilfried Stecher, il est soumis à des contrôles réguliers. Mais convaincu par le système d'élevage bio, il s'y prête bien volontiers. Là, on entend tousser un cochon. Ils attrapent des rhumes comme nous. Il arrive qu'il y ait une vague de rhume chez eux, comme chez les humains. On ne va pas donner des antibiotiques aux enfants pour un petit rhume. On sait qu'une fois guéri, l'enfant aura renforcé ses défenses immunitaires. C'est pareil pour les cochons. L'inconvénient serait plutôt que les cochons n'ont pas envie de manger quand ils sont enrhumés. Tout comme nous. Nos comportements sont très similaires. S'ils n'ont pas d'appétit, les cochons vont perdre du poids. Dans un tel cas de figure, pour un élevage conventionnel, c'est problématique d'un point de vue financier. Ici, c'est différent. On peut se permettre de les voir grossir moins vite. S'ils mangent moins pendant une semaine, ça n'a rien de tragique. Nous étalons leur croissance dans le temps. Tout ce qui fait du bien à l'animal se retrouve dans la qualité de la viande par la suite. Les porcs ont un bon système immunitaire et l'alimentation plus saine et équilibrée que dans les exploitations conventionnelles y contribue largement. Le fourrage, riche en fibres, entre dans la composition de leur nourriture, sous forme de paille, de foin ou d'herbes fraîchement coupées. Si les exploitations conventionnelles procédaient de même, manger de la viande redeviendrait un luxe. Mais en contrepartie, fini les antibiotiques. Un cochon qui tousse est donc bien moins dangereux pour nous qu'un cochon gavé d'antibiotiques. Tout à fait. Mais même pour la viande bio, il convient de pousser la réflexion encore plus loin, car une bonne partie des bêtes est tuée dans les mêmes abattoirs que celles issues de l'élevage conventionnel. Et comme on le disait tout à l'heure, la viande se retrouve alors très vite contaminée. Oui, raison de plus pour réfléchir à ce que nous mangeons, que ce soit à la cantine, dans l'avion et partout ailleurs. Et
Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas encore dégoûtés de la viande, le mot d'ordre, c'est « consommer moins pour consommer mieux ». Il vaut mieux acheter de temps en temps une viande bio, un peu plus chère, que de manger tous les jours de la viande bourrée d'antibio. J'approuve. Sinon, bientôt, il faudra déclarer nos cuisines zone interdite. Allez, à la prochaine. Tchuss. À la prochaine et restez curieux.